Salut les Blue Dots! Aujourd'hui, on commence une série de vidéos sur les navettes spatiales. Comment faire décoller une navette spatiale? Par la suite, on va parler de son atterrissage. Liftoff of the Space Shuttle Discovery, returning to the space station, paving the way for future missions beyond. Roger, La navette spatiale a fonctionné pendant 30 ans, entre 1981 et 2011. Au total, il y a eu 6 navettes: Enterprise, Columbia, Challenger, Discovery, Atlantis et Endeavour. Dans les 6 que vous voyez, il y en a une qui est jamais allée dans l'espace. Elle s'appelle Enterprise. C'est la première qui a été conçue. Elle a fait 5 missions qui ont duré quelques minutes. Il était supporté par un Boeing 747, largué, puis elle flottait dans l'air. C'était pour faire des tests. La navette Enterprise n'est jamais allée dans l'espace, puis elle est sur le quai à New York, au musée. Elle est géniale. Pour ce qui est des 5 autres, il y en a malheureusement 2 qui nous ont quittés, Challenger et Columbia. Donc, il reste 3 navettes que vous pouvez voir à travers les États-Unis. J'en ai déjà vu 2 sur les 3. Discovery au musée de Washington, ou si vous préférez Virginie, c'est juste à côté. Atlantis en Floride, au Kennedy Space Center Visitor Complex. Elle est merveilleuse, inclinée sur le côté, ouverte. C'est la seule que vous pouvez voir à l'intérieur. Et le dessous également, c'est génial. Et sinon, vous avez Endeavour qui, elle, est de l'autre côté, à Los Angeles. Il y en a 5 qui sont allés. L'espace, on le sait, il y en a 5 qui sont allés dans l'espace, puis il y en a une qui a fait 5 vols, mais qui n'est pas allée dans l'espace. Donc, la navette spatiale, on a OV, on appelle ça le Orbiter Vehicle, le véhicule qui orbite. Le réservoir orange, le réservoir externe de la navette, il est géant. Et 2 solides rocket boosters de chaque côté, qu'on appelle SRB. Donc, le réservoir orange, c'est un réservoir de carburant qui va alimenter les 3 moteurs principaux de la navette. Puis les 2 SRB, eux autres, ils vont s'alimenter par eux-mêmes parce que c'est du carburant qu'on appelle à poudre, mais en réalité, c'est pas vraiment de la poudre parce que c'est un peu comme si vous mâchez de la gomme puis vous la laissez durcir, mais c'est un peu la même texture, ce qu'il y a à l'intérieur. C'est extrêmement dangereux parce qu'on les allume, ils vont arrêter de brûler par eux-mêmes quand ils n'auront plus de carburant. Et ces 2 boosters sont complètement indépendants du reste. Puis le fameux orbiteur, les 2 réservoirs à poudre, ici les SRB, ils vont être réutilisables, mais le réservoir principal, le orange, lui, il va brûler dans l'atmosphère. Ça va donc prendre un nouveau réservoir pour chacune des missions. D'ailleurs, le réservoir était blanc pour les 2 premières missions, puis ils se sont rendus compte que ça changeait rien, c'était pas plus chaud, plus froid, donc ils l'ont gardé sur sa couleur d'origine, l'orange par la suite. Pour ça qu'on a un merveilleux réservoir de carburant orange sur notre navette spatiale. Donc, habituellement, tout le monde dit que c'est le Space Shuttle ou la navette spatiale, ça serait ça ici. Mais en réalité, la navette spatiale, c'est tout ça. Ça serait le Orbiter Vehicle. La navette spatiale, c'est le tout. C'est un petit détail. Donc, tous les lancements vont avoir lieu en Floride, au Kennedy Space Center, sur Merritt Island. Et les 2 SRB, c'est eux qui vont travailler énormément durant les 2 premières minutes. Quand ils n'auront plus rien à brûler, ils vont être détachés du réservoir principal et ils vont revenir avec 2 parachutes dans leur tête et ils vont flotter pour être récupérés dans l'océan Atlantique et ramenés pour une révision. Ils vont servir à d'autres lancements. Par la suite, on élimine les 2 boosters à poudre. Il va rester le réservoir principal et la navette qui va brûler pendant encore un autre 6 minutes et demie. Donc, la partie orange va continuer à alimenter les 3 fameux
moteur en arrière, c'est ça qui va permettre l'ascension de la navette. C'est certain qu'ils ont besoin beaucoup plus d'efforts pour les 2 premières minutes, donc les boosters vont nous servir énormément. Par la suite, le réservoir de carburant va alimenter directement les 3 moteurs jusqu'à temps qu'on arrive en orbite ou pratiquement en orbite. Et après ce délai, quand il n'y aura plus de carburant dans le réservoir va se détacher. C'est là que le réservoir orange, lui, va retourner dans l'atmosphère, brûler, et puis il va rester notre fameuse navette ou le Orbiter Vehicle. Il reste juste ça. Si on veut être en orbite, il faut atteindre une vitesse de 28 000 km/h. Puis à partir de l'instant que le réservoir orange nous a quittés, les 3 moteurs principaux, eux, ne fonctionneront plus jamais. C'est terminé. Il va rester les 2 petits moteurs de chaque côté ici. Ces petits moteurs vont permettre la mise en orbite, donc il va y avoir une poussée. Ces moteurs-là sont complètement indépendants de tout ce qu'on a parlé jusqu'à maintenant. Ils vont prendre leur fameux carburant à l'intérieur de leur assembly. Donc il y en a un à gauche, il y en a un à droite. Quand le fameux véhicule Orbiter va avoir réussi à atteindre 28 000 km/h au bon endroit en orbite, vous allez voir la navette tourner légèrement. Les astronautes vont avoir la tête en bas. C'est ici qu'on va ouvrir nos fameux panneaux. Et puis, quand on va ouvrir les panneaux, ça va être face à la Terre. Donc, la navette va être pratiquement toujours en envers par rapport à la Terre. Donc, c'est pour ça que la vue va être incroyable. Puis, le fait d'être en envers, mais ça va protéger les astronautes de débris qui pourraient arriver de l'autre côté. La majorité des missions vont avoir lieu à 320 km d'altitude. On se souvient que la ligne de Kármán, l'espace, commence à 100 km. Certaines missions vont aller jusqu'à 550 km. Mais peu importe où la navette se situe entre 100 km et 550 km d'altitude, on appelle cette partie l'orbite basse terrestre. Quand c'est le temps maintenant de revenir sur Terre, encore une fois, on ne pourra pas utiliser les 3 moteurs parce que, comme je vous ai dit, les 3 moteurs ne fonctionneront plus jamais à partir de l'instant que le réservoir orange n'est plus là. Il reste encore ces petits moteurs, puis c'est eux qui vont faire la désorbitation. Pour ce faire, il va falloir que la navette change de côté pour que les petits moteurs freinent juste assez pour se désorbiter puis rentrer dans l'atmosphère. N'oublie pas de fermer les panneaux, hein? C'est important. Le re-entry. On va prendre un angle d'environ 40 degrés pour se freiner. Vous voyez en dessous de la navette, les roues vont être à l'intérieur, ils vont être rentrés. Puis tout ce que vous voyez en noir, c'est les fameuses tuiles qui vont protéger la navette contre la chaleur. Plus on va se rapprocher, il va y avoir une friction de l'air puisque les molécules vont devenir de plus en plus denses. La navette va devenir extrêmement chaude. Le bouclier thermique peut monter jusqu'à 1650 degrés Celsius. C'est important qu'il manque pas de tuiles. On va sortir les roues. On va aller atterrir comme un avion. Il n'y aura jamais de moteur qui va fonctionner pour l'atterrissage. Si le véhicule Orbiter est trop rapide, il va falloir qu'il fasse des S pour tranquillement détruire sa portance pour descendre et atterrir à la bonne place parce qu'il n'y a pas deux chances. Il faut qu'il atterrisse sur la piste. La piste, elle a quand même 15 000 pieds de long, mais il ne faut pas manquer. Il ne faut pas atterrir avant, il ne faut pas atterrir après. Après l'atterrissage, il y a un énorme parachute qui va s'ouvrir, un parachute rouge qui va freiner la navette tranquillement jusqu'à l'arrêt complet. Bon, maintenant, on va parler du fameux orbiteur, ce que plusieurs appellent la navette. Ce que vous voyez ici, c'est ce qu'il y a de plus complexe jamais créé par l'être humain. Donc, à l'intérieur de cette, on va l'appeler la navette, on peut retrouver jusqu'à 7 astronautes qui vont passer environ 1 à 2 semaines dans l'espace. Elle mesure 37 mètres de long par 24 mètres de large. C'est comparable à un Airbus 320. Vous voyez à côté d'un Boeing 747, la navette est quand même énorme. Ce qu'on voit ici, du bout du nez jusqu'en arrière, la partie centrale, on appelle ça le fuselage. C'est comme un avion. Le fuselage est séparé en 3 sections. On a la partie avant, la partie milieu et la partie arrière. Donc, la partie arrière, on a la fine, le stabilisateur vertical, exactement comme un avion. Puis on a également les 3 moteurs en arrière qu'on appelle SSME. C'est ça, Space Shuttle Main Engine. Et en haut ici, on en a 2 petits également. Puis ces 2 petits qui servent à terminer l'orbite puis à désorbiter le véhicule, ça s'appelle OMS
C'est vraiment fort, mon pote. Puis OMS, ça veut dire Orbital Maneuvering System. C'est pour manœuvrer le véhicule en orbite. Les ailes dièdes sont attachées à la partie centrale. C'est des ailes qui donnent pas beaucoup de portance, mais qui sont extrêmement solides. Le but, c'est qu'ils soient pas endommagés durant le décollage, mais qui permettent de créer une portance pour l'atterrissage. Dans la partie centrale, le payload B ou le cargo B pour mettre justement à l'intérieur du cargo, des télescopes ou ce que vous voulez. Pour ce qui est de la partie avant, vous voyez, il y a des petits trous en avant et sur le côté ici. Mais ça s'appelle des RCS, Reaction Control System, pour être capable de manœuvrer la navette dans l'espace avec des petites poussées, des petits jets d'air. Il y en a en avant, il y en a également en arrière sur la queue ici pour être capable de manœuvrer justement pour changer la direction de la navette durant l'orbite. Tout ce que vous voyez en noir, eh bien c'est un Thermal Protection System. Puis ça, c'est une tonne de tuiles qui vont permettre à la navette de résister à l'entrée dans l'atmosphère. Étant donné qu'elle ne rentre pas comme ça, mais ça ici, ça ne sera pas protégé. Le dessous est extrêmement important parce que c'est là que la température va monter jusqu'à 1650 degrés Celsius. Il y en a beaucoup qui appellent ça Heat Sheet. Puis il y a environ 27 000 tuiles, des tuiles qu'on appelle silica en anglais. C'est une sorte de tuile qui résiste énormément à la température, mais qui par son poids ne sera pas trop imposante pour le décollage. Il va y avoir 3 panneaux en dessous pour sortir le train d'atterrissage, comme un avion. Puis ça va ouvrir quand la navette va être proche de la piste. Le cockpit, il y a 3 niveaux. L'étage en haut, dans le milieu et en dessous. Il y a le flight deck, le mid deck, puis le equipment B. Le flight deck va servir à contrôler l'orbiteur. Dans le poste de pilotage, le flight deck, il va avoir 4 sièges. Donc, on a le commandant à gauche, puis le pilote à droite. Puis les 2 sièges en arrière, bien, ça va être des astronautes qui ne font pas partie des membres d'équipage de vol, mais qui vont pouvoir avoir une vue incroyable sur tout ce qui se passe. Les chanceux. Les 2 sièges en arrière, eux, vont être enlevés quand que l'orbiteur va être dans l'espace. Ils vont servir pour le décollage puis la re-entry également. Quand on se tourne, encore une fois dans le flight deck, mais vers l'arrière, vous allez avoir une belle fenêtre pour voir vers l'arrière ici, à l'intérieur. Vous allez pouvoir également avoir un petit joystick pour contrôler le bras canadien, le Canadarm, pour pouvoir sortir les loads de l'intérieur de votre baie. Et tu vas avoir également une merveilleuse fenêtre sur le top, puis 6 fenêtres vers l'avant. La vue est incroyable. Dans le poste de pilotage, vous allez avoir un carré, un trou, qui va vous permettre de descendre jusque dans le milieu au mid-deck. C'est là que vous allez retrouver les 3 sièges des autres astronautes. Je vous avais dit qu'il y avait 7 astronautes, donc il y en a 4 en haut et 3 dans le milieu, qui sont assis et qui voient absolument rien. Donc au décollage, puis à la re-entry, eux autres, ils voient rien du tout, ceux qui sont dans le mid-deck. J'imagine qu'ils ont moins d'ancienneté que les 4 qui sont au-dessus, je sais pas, mais moi, j'aimerais mieux être en haut. Vous pouvez descendre dans le mid-deck pour pouvoir dormir. Vous voyez, il y en a qui dorment comme debout. Vu qu'on est dans l'espace, ça n'a pas d'importance. D'autres qui sont dans les petits espaces. Vous pouvez manger. Il y a des lockers là-dedans. C'est vraiment une belle place de vie. Et puis, c'est là également que vous allez avoir la sortie. Vous allez pouvoir prendre l'astronaute, l'habiller à l'intérieur de ce petit locker, fermer l'écoutille, ouvrir l'autre, sortir vers l'extérieur. Il y a également une toilette dans la navette. Ça s'appelle la Waste Collection System. C'est là qu'on va aller faire nos besoins. Le premier lancement de navette, ça n'a pas bien fonctionné, mais après ça, ça a toujours fonctionné. Une nouveauté incroyable qui permet justement à tout le monde dans la station spatiale actuellement de faire ses besoins de cette façon. Donc, merci aux navettes spatiales. Si jamais la station spatiale internationale, c'était une visite qu'on lui faisait, bien, ils vont changer à l'intérieur de la baie. Ils vont mettre le fameux adapteur pour être capable de pouvoir passer d'un côté de la navette jusque dans la fameuse station internationale. En avant de tout ça, une baie d'avionique comme dans n'importe quel avion. Toutes les informations vont être là, l'ordinateur, tout ça, ça va avoir lieu à partir de là. Un compartiment d'équipage, c'est la seule place de tout l'orbiteur qui va être pressurisé. Ça veut dire que la pression à l'intérieur va être différente de la pression à l'extérieur. Pour ce qui est du reste, le nose en arrière, le payload bay, tout ça, c'est non pressurisé. Donc, la température et la pression d'un côté comme de l'autre, ça va être la même. Du côté gauche, ici, on a un petit rond. Ça, c'est un trou qu'on peut utiliser pour sortir ou rentrer dans la navette, mais seulement que quand la navette est au sol. On n'utilise pas ça pour aller dans l'espace. Si on ouvre le latch dans l'espace, ben toute l'air, comme on parlait, la pressurisation va
Sortir, ça sera pas extraordinaire puisque la pression va être beaucoup plus grande à l'intérieur qu'à l'extérieur qui a zéro pression dans l'espace. Donc c'est locké, puis on n'ouvre pas ça dans l'espace. En arrière, on a les trois moteurs principaux qui vont être reliés par des hoses de carburant qui vont aller se brancher sur le réservoir orange que vous voyez ici. Donc le carburant qui alimente nos trois moteurs est pris du gros réservoir orange par des grosses hoses qui vont s'en aller jusqu'à l'intérieur de ces trois moteurs. Ces moteurs-là, on les appelle les RS-25. Ils sont extrêmement puissants. Ils vont fonctionner avec de l'hydrogène et de l'oxygène liquide qu'on va retrouver à l'intérieur du réservoir principal. Et le carburant, lui, il va être envoyé sur l'extérieur du moteur. Il est très très froid, donc pour ensuite rentrer à l'intérieur de la tuyère puis alimenter notre moteur en question. Donc le carburant va servir à deux choses, la combustion pour la propulsion puis également le refroidissement de la tuyère. Ces trois moteurs peuvent être dirigés en bas, en haut, à gauche, à droite. C'est ce qui va permettre justement à l'orbiteur de manœuvrer un peu durant le décollage de son orbite parce que le nombre de degrés varie tout dépendamment de l'endroit que tu veux faire orbiter l'orbiteur. Également, l'orbiteur a des morceaux qui ressemblent énormément à un avion. On a bien sûr les ailes, les ailerons, qui ressemblent beaucoup à des ailerons. Ça ici, c'est le body flap qui bouge. On a le stabilisateur vertical avec le rudder ici, ou la gouverne de direction, qu'on va pouvoir bouger. Puis le fameux rudder, la gouverne de direction, peut aussi fonctionner comme un speed brake. En ouvrant ici, ça va se séparer en deux pour freiner la navette si on en a besoin. Ces morceaux, ça fonctionne pas du tout dans l'espace puisqu'il n'y a pas d'air, mais ça va servir pour la re-entry, pour l'atterrissage. Oups, la roue de nez n'a pas tenu. Payload B, c'est important tout de suite quand on est en orbite d'ouvrir ces panneaux-là. On appelle ça des radiator panels. Ça va permettre de capturer avec les rayons de soleil la chaleur. Si on n'est pas capable de les ouvrir avec l'ordinateur, on peut les ouvrir mécaniquement aussi. Les astronautes sont entraînés pour ça. Les dimensions de la baie, c'est 18 mètres de long. C'est assez large également. Environ 4,6 mètres. Tu peux rentrer un autobus scolaire à l'intérieur. C'est là-dedans qu'on a mis le télescope Hubble. Des modules pour la Station spatiale internationale. On peut mettre le fameux Space Lab pour pouvoir faire des expériences dans l'espace. Ça peut arriver durant les missions qu'on l'utilise. Le Canadarm qui va être utilisé pour sortir justement des morceaux dans l'espace pour envoyer des satellites. Puis c'est une belle contribution de notre merveilleux pays, le Canada. Puis ça va être opéré avec la petite joystick en arrière dans le flight deck par les deux hublots que je vous ai montrés tantôt. Ce bras-là peut être utilisé pour déplacer des astronautes. Tu as juste à t'agripper puis c'est réglé. Puis l'habit des astronautes, ça s'appelle un EVA, Extravéhiculaire Activity Spacewalk. On l'a utilisé au début, un peu moins vers la fin. Puis l'orbiteur, il n'y a pas de batterie ou de panneau solaire. C'est particulier. En dessous de ce plancher, vous allez retrouver l'endroit où l'électricité est créée. Tu as des réservoirs pour de l'oxygène liquide puis de l'hydrogène liquide. Puis en avant, en dessous du plancher, on a trois réservoirs à carburant. Et l'hydrogène, l'oxygène avec les fuel cells, ça va gérer de l'électricité et ça va créer également de l'eau. C'est une belle technologie. Puis ça va être utilisé pour refroidir les systèmes ou pour boire de l'eau. Pas de panneau solaire, pas de batterie, tout est créé à l'intérieur, en dessous du panneau. Wow, merveilleux. La technologie qu'il y a à l'intérieur de ça, ça n'aurait jamais pu être créé si c'était pas d'une tonne d'ingénieurs qui ont travaillé mais vraiment dur. Fait que merci aux maths puis à la science. Ça l'a apporté pour bien des secteurs. Des fois, on se demande qu'est-ce que ça donne tout ça. Le domaine de la science médicale, les avancées technologiques qui vont vous sauver la vie, ça vient de des secteurs comme le spatial. Je vous ferai une petite vidéo pour vous expliquer à quoi ça sert l'espace, vous allez comprendre. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous avez aimé, mettez un pouce, partagez et surtout, n'oubliez jamais de lever les yeux au ciel parce que le futur, votre futur, ça commence maintenant.